C'est un recueil d'une 30aine de pages. À l'intérieur, une centaine de dessins. La plupart sont en noir et blanc, réalisés au porte-mine, dans une rigueur toute architecturée. D'autres sont en couleur, à l'aquarelle, mais non moins minutieux. Presque tous représentent des bâtiments, des architectures parfois entières, inscrites dans leur paysage, d'autres fois parcelles pour être détaillées précisément. Les points de vue et les codes de représentation sont multipliés. Élévation, perspective, coupe, plan masse, isométrie, axonométrie. Pas besoin de le savoir, on le comprend. Le dessinateur est architecte, ça se lit dans cette écriture d'un monde bâti, décrit, perçu, compris jusqu'à décomposer par ce dessin qui semble chercher la justesse dans la clarté du trait, dans la précision du signe, à la recherche d'une vérité de la représentation qui doit donner à voir le monde. Une centaine de dessins, comme autant de relevés de ces architectures. En légende, les lieux. Australie, France, Ukraine, Brésil, Chine, Inde, Thaïlande, Iran et j'en passe. J'ai sous les yeux un voyage dessiné autour du monde. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et vous écoutez Science Dessinée, une émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la construction du savoir, la recherche scientifique et la pratique académique. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de dessin et d'architecture avec mon invité, Joseph Motion. Bonjour Joseph. Bonjour. Joseph, vous êtes architecte, mais aussi dessinateur. Et une fois votre diplôme d'architecte en poche, vous vous êtes lancé dans un grand voyage de découverte et de rencontres avec les merveilles de l'architecture du monde. Un voyage au cours duquel vous vous êtes donné comme consigne de faire un dessin par jour minimum. C'était il y a presque 10 ans. Et vous êtes revenu de votre tour du monde avec près d'1 millier de dessins, je crois, esquissés dans une 30aine de carnets. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord l'origine de ce voyage et la place qu'a pris le dessin dans ce projet? Oui, tout à fait. Alors, l'origine de ce voyage, ça a été d'autres voyages que j'avais fait pendant que j'étais étudiant en architecture et des voyages qui m'avaient donné l'impression que l'architecture était quelque chose qui se vivait plus que quelque chose qui pouvait s'apprendre à l'école. J'avais eu des expériences notamment au Maroc qui m'ont fait comprendre que ce que je pensais être l'architecture était en réalité quelque chose de très très différent, et j'ai eu envie de continuer, de compléter mes études, disons, par une série d'expériences sensibles qui seraient venues compléter l'enseignement académique, intellectuel que j'ai reçu pendant mes études. Et donc j'ai voulu faire ce voyage en utilisant le dessin pour me mettre en situation dans des bâtiments et dans des villes. Donc on comprend que dans cette proposition, dans ce voyage, le dessin est peut-être plus une question d'expérience, donc la construction d'un processus, qu'une question de production d'images en tant que telle. Ce qui est important, c'est moins le dessin lui-même que le fait de dessiner. Et cette approche du dessin comme processus me fait penser au mouvement contemporain de l'anthropologie visuelle qui redécouvre les attributs du dessin dans le travail d'enquête et qui dit que quand on dessine, il ne s'agit pas de voir pour dessiner, mais de dessiner pour voir. Alors, je voulais vous demander quels sont pour vous les attributs particuliers du dessin qui puissent justifier qu'on le préfère à d'autres modes de recueil, et notamment à la photographie, pour se mettre dans cette expérience sensible et ce regard sur le monde et sur l'architecture. Oui, absolument. Effectivement, c'était l'idée du dessin comme processus. Et d'ailleurs, quelquefois, je me suis forcé moi-même à faire des dessins moches pour me concentrer sur l'activité d'être en train de dessiner plutôt que sur le résultat lui-même. Et pourquoi est-ce que le dessin est un processus qui permet de voir? Parce que d'abord, c'est un exercice qui est très difficile, qui s'apprend, qui demande beaucoup de concentration et qui fait intervenir à la fois les yeux, le regard, la réflexion, le cerveau et la main qui dessine. Et en fait, il se produit une sorte de triangle avec des allers-retours incessants entre l'objet qu'on est en train de regarder, la conception qu'on en a, la perception qu'on en a, notre main qui est en train d'agir et notre œil qui à nouveau regarde ce que la main fait, et le cerveau qui vient comparer donc ce que la main fait avec ce qu'on est en train de voir, pardon. Et ça nous plonge effectivement dans un état
de très grande concentration et de très grande disponibilité à ce qu'on est en train de regarder, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, quand on prend une photo, même si on peut cadrer ou faire des choses comme ça. À mon sens, il est possible de prendre une photo en étant aveugle d'une certaine manière, alors qu'il est absolument impossible de dessiner en étant aveugle. Effectivement, donc on comprend en vous écoutant, il y a cette idée de lenteur, cette idée aussi d'activité cognitive dans ces allers-retours entre la main, l'œil, le cerveau, l'interprétation de ce qu'on voit. Dessiner, c'est sélectionner aussi, c'est choisir. Et oui. Vous dites aussi que le dessin permet de déjouer certains mécanismes cognitifs habituels d'interprétation visuelle du monde. En fait, il se met dans une posture d'intermédiaire entre nous, entre notre cerveau et le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors il y aurait beaucoup d'exemples que je pourrais donner, mais oui, allez-y. Alors, il y aura peut-être un exemple assez évident qui est celui de l'arbre. Quand on regarde un arbre, en fait, à mon sens, on regarde à la fois l'arbre particulier qui est devant nous et on regarde aussi notre propre culture dans le sens où on regarde quelque chose qu'on appelle un arbre, justement. Et en fait, quand on dessine, on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de signification superposées. Il y a ce qu'on appelle un arbre, ce qu'on a appris à nommer comme étant un arbre, et puis il y a ce qu'on regarde qui peut être quelque chose qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec l'image mentale archétypale de ce qu'on appelle un arbre. Et on se rend compte en dessinant de ces oppositions entre nos catégories mentales d'analyse du monde qui sont un peu automatiques et un objet singulier qui n'est jamais tout à fait, qui ne rentre jamais tout à fait dans cet archétype. Et est-ce que, si on revient aux questions d'architecture, est-ce que vous avez peut-être un autre exemple plus concret oui. À nous raconter et savoir si le dessin vous a permis en fait de faire des découvertes, parce que là, ce que vous nous dites, c'est que voilà, cette concentration, cette disponibilité de l'esprit et du regard, elle permet peut-être de voir des choses nouvelles et inattendues. Oui, tout à fait. Alors, ça m'est arrivé particulièrement devant des bâtiments d'époque médiévale, des bâtiments gothiques, qui, à première vue, peuvent donner une impression d'ordre, d'équilibre. Et puis, quand on les dessine, on s'aperçoit que ce qu'on pensait être quelque chose de très, très régulier, une façade qui était très régulière, en réalité est un petit peu chaotique. Il y a des choses qui sont pas tout à fait alignées, mais qui donnent l'impression d'être alignées. Bien encore quand on regarde des architectures comme en Iran avec des voûtes extrêmement complexes, on peut avoir l'impression face à une voûte que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Elle nous donne une impression de très grande simplicité. Et puis au moment où on la dessine, c'est particulièrement le cas quand on essaie de la dessiner de mémoire, on s'aperçoit qu'on est incapable de la dessiner de mémoire parce qu'en réalité l'objet qu'on a regardé était beaucoup plus complexe. Et c'est en le dessinant qu'on s'aperçoit de toutes sortes de subtilités et qu'on comprend que l'effet qu'on ressent, l'émotion qu'on peut avoir en regardant un objet, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pourrait appeler sa réalité géométrique. Quand on regarde vos carnets, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même différents types de dessins. Certains transmettent en fait plutôt des atmosphères, sont assez descriptifs. On pourrait les qualifier de vues d'artistes. Je pense notamment à certaines de vos aquarelles où il y a vraiment un point de vue qui est assumé, une recherche expressive d'ambiance, tandis que d'autres sont plus analytiques, voire techniques. Il y a des cotes, il y a des annotations, des flèches, des notes textuelles associées. Je pense notamment au dessin que vous avez fait de la passerelle suspendue au but de Chaumont, où on a vraiment un dessin qui écrit une explication, qui vient décortiquer un dispositif matériel. D'où ma question, est-ce que vos dessins ont tous la même fonction sinon, est-ce que vous arrivez à catégoriser peut-être différents endroits où intervient le dessin dans ce voyage et dans ce regard que vous avez construit sur le monde ? Oui, absolument, effectivement. Alors j'ai quelques catégories personnelles qui prétendent pas couvrir toutes les catégories du dessin, mais disons à l'intérieur du dessin d'architecture, il me semble qu'on pourrait dire qu'il y a des dessins d'observation qui consistent à se mettre dans un état particulier d'attention et à observer des objets qui nous environnent. Il y a des dessins qui visent plutôt à résoudre des problèmes, qui peuvent être des problèmes de nature géométrique, par exemple, comment est-ce qu'est faite cette voûte en Iran? Est-ce que c'est l'intersection d'une sphère avec un cube ou d'une sphère avec autre chose? Il y a des dessins qui sont des dessins de conception, où on cherche à concevoir un objet, où on réfléchit à un objet qui n'existe pas encore.
Et puis il y a enfin des dessins qui sont plutôt de communication, disons, et qui permettent de transmettre une idée à quelqu'un d'autre, de transmettre une information, de transmettre un sentiment. Et donc, à l'intérieur même de ces dessins d'architecture de communication, on va avoir plusieurs catégories, avec des dessins qui sont plutôt sensibles, qui vont transmettre une émotion, et puis des dessins qui peuvent être des dessins techniques adressés à une entreprise, à un artisan, et qui visent simplement à transmettre un type d'informations très précises. Et donc, évidemment, tous ces différents dessins donnent des résultats très très différents, et nous mettent aussi, en tant que dessinateur, on se trouve placé dans une sorte d'espace mental qui va être différent à chaque fois. Et sur cette dernière catégorie de dessin communication, j'avais une question sur la manière dont ont été reçus vos dessins. Est-ce que tous ces dessins, ces milliers de dessins que vous avez produits, est-ce que vous les avez montrés et comment ils ont été perçus? Derrière cette question, il y a l'hypothèse en fait du dessin comme langage et finalement, est-ce que le dessin est vraiment un langage universel? Parce qu'on voit qu'il y a quand même dans vos dessins, mais c'est vrai dans votre pratique, mais de manière générale, il y a des conventions de représentation, la perspective, le plan, la coupe. Est-ce que ces conventions, ces codes sont partagés? Vous avez voyagé, vous avez peut-être montré ces dessins à des personnes issues de cultures graphiques différentes. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, ça c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Alors j'aimerais bien poser la question à un ou une anthropologue. Ce qui me fascine particulièrement, c'est de regarder des dessins préhistoriques ou des dessins très anciens ou même des dessins dans d'autres cultures. Il me semble qu'il y aurait quelque chose, peut-être même comme à l'intérieur du langage humain, il y a quelque chose de commun à toutes les langues humaines. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de commun à tous les dessins humains. Et ce qui fait que, par exemple, quand on voit des dessins dans des grottes à Lascaux ou ailleurs, qu'on voit des animaux représentés ou des êtres humains, on les reconnaît tout de suite, alors que il est absolument certain que si nous étions face à la personne qui a fait ces dessins, on aurait un mal fou à se comprendre. Et j'ai pu en faire l'expérience. J'ai des souvenirs, par exemple, en Inde, d'être en train de dessiner et d'avoir une foule de personnes qui viennent autour de moi, d'enfants qui ne parlaient pas anglais. Moi, je ne parle pas hindi ou d'autres langues indiennes, et tout le monde avait un avis sur le dessin que j'étais en train de faire, et il paraissait évident à tout le monde que l'objet que j'étais en train de dessiner, c'était celui-là et pas tel autre. Et il y avait une forme de communion qui se créait à ce moment-là, qui me semblait relever d'une forme de langage universel et de langage très très immédiat. Et justement, sur ces expériences de terrain et peut-être de communion, le mot est joliment choisi, on voit qu'il est généralement admis que le dessin bénéficie d'une certaine sympathie, qu'il y a une sorte de curiosité amusée. Souvent, il est perçu comme inoffensif et en même temps, il interpelle. Est-ce que vous avez fait l'expérience de ces qualités de socialité du dessin sur le terrain ou est-ce que vous avez fait d'autres expériences, peut-être plus nuancées, plus complexes, du dessinateur, le nez au vent? Oui, alors oui, ça suscite beaucoup de sympathie et puis parfois des réactions un petit peu différentes. Effectivement, j'ai le souvenir de dessiner l'intérieur d'une église en Ukraine, à l'intérieur de laquelle il était explicitement interdit de prendre des photographies, et le gardien qui était dans cette église me regardait d'un œil un petit peu suspicieux, ne m'a rien dit au début quand il a vu que j'étais en train de dessiner, puisqu'il n'était pas officiellement interdit de dessiner. Et puis, quand il a vu que mon dessin commençait à ressembler très sérieusement à l'intérieur de l'église, à ce moment-là, il m'a demandé de bien vouloir arrêter de dessiner. Et donc, c'était assez drôle. Bon, j'étais assez content. Je me suis dit, bon, c'est que mon dessin doit être assez réussi si il trouve que ça ressemble à une photo. Oui, j'imagine. Et d'où vous vient votre dessin? Parce que quand on le regarde, on sent, ce que j'ai essayé de dire en introduction, on sent la formation à l'architecture. Et je voulais vous demander jusqu'où votre coup de crayon a été construit par cette formation, et est-ce que finalement votre dessin il a évolué au cours de votre voyage? Oui, alors bon, je viens d'une famille de dessinateurs. Mes frères dessinent beaucoup, très bien. Mes parents dessinent aussi. Donc j'ai appris ça petit, très tôt. Et puis j'ai beaucoup dessiné de choses assez imaginaires jusqu'à arriver en école d'architecture, et
mon éducation en école d'architecture a vraiment beaucoup modifié mon dessin, qui est devenu très sec, très géométrique. Et malheureusement, je me suis jamais complètement relevé de ce coup porté à ma spontanéité. Et pendant mon voyage, effectivement, mon dessin a évolué. Alors d'abord, je dessinais dans des carnets qui étaient tout petits. Donc j'ai eu tendance à faire des dessins microscopiques, avec des détails vraiment du dixième de millimètre. Et ça a évolué. Alors surtout pendant mon voyage, comme je dessinais beaucoup, je suis devenu extrêmement précis. Et j'ai un peu perdu ça depuis, mais il y a eu un moment donné où j'étais capable de dessiner, par exemple, de mémoire, des objets assez complexes, assez facilement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu depuis. Et aujourd'hui, donc vous exercez le métier d'architecte en agence d'architecture, je crois. Oui. Quelle place occupe le dessin dans votre pratique professionnelle ? Est-ce que vous utilisez ce dessin conception qui associe le dessin EIN au dessin IN dans la réflexion et la réflexion architecturale en vue de l'acte de bâtir ? Alors malheureusement, le dessin occupe une place assez pauvre, je trouve, dans mon métier de tous les jours. On dessine surtout beaucoup sur ordinateur, ce qui est une expérience très très différente du dessin à la main. Et puis le dessin à la main sur plan, sur calque, au rotring, c'est complètement perdu aujourd'hui. Et ce qui subsiste de mes capacités à dessiner, ça va être surtout, je vais en faire usage dans des moments sur un chantier où il faut faire un croquis sur un mur, des moments comme ça, où là ça peut être pratique de savoir dessiner, mais le type de dessin à la main que j'ai pratiqué pendant mon voyage, vraiment je le pratique extrêmement peu dans mon métier malheureusement. Et pour finir, parce qu'il nous reste une minute, est-ce que vous auriez une référence, une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices sur cette question du dessin comme regard sur le monde ? Oui, alors j'ai deux références puisqu'il était question d'enfants avant cette émission. L'histoire d'un dessinateur de Viollet-le-Duc, l'architecte Viollet-le-Duc, un livre du 19e siècle qui s'adresse aux enfants et qui apprend comment dessiner, pourquoi dessiner. Et puis il y a un autre livre excellent qui est Les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amer, et qui est un traité de peinture chinoise classique du 18e siècle. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils lecture qui font d'ores et déjà plaisir à Valérie qu'on va écouter juste par la suite. Merci Joseph et bonne soirée à tous. Merci. Vous écoutez Radio Anthropocène.